Voilà. Ménard. Et Madame Ménard qui, lorsqu'elle partira un peu plus tard, donnera pouvoir à Monsieur Guilbeault. Voilà, donc on va commencer par le premier... Il faut que je fasse l'appel et que vous viendrez signer l'émargement après le conseil municipal. C'est une nouvelle mesure, il faut signer l'émargement du conseil municipal. Donc je vous demanderai, après le conseil municipal, de venir signer l'émargement. Hélène Aubin-Perchard. Annabelle Bâtard-Chevrel. Thibaut Bernardin. Edwige Bourrasso donne pouvoir à David Burneau. David Burneau, présent. Daniel Caillon. Présent. Jean-Claude Charrier. Présent. Nathalie Charrier-Lucas. Présente. Valérie Chloé. Présente. Sandrine Gauvry. Présente. Johan Guilbeault. Présent. Christian Guillet. Présent. Patricia Elias. Présente. Jean Véronique. Présente. Yannick Joubert. Présent. Emmanuel Junot. Présente. Michael Landais. Présent. Franck Lebreuilly donne pouvoir à Hervé Motte. Léa Ménard. Présente. Hervé Motte. Présent. Bruno Nguema Ekomo. Présent. Jean-Pierre Potier. Présent. Fouad Rami. Présent. Ania Rekilé. Présente. Nadine Roblin. Présente. Maïlis Rousselot donne pouvoir à Nathalie Charrier-Lucas. Joseph Silachom. Présent. Valérie Toumazeau. Présente. Valé Chloé. Merci. Nous allons donc passer à l'ordre du jour avec le premier thème qui est la fixation des indemnités d'élus. Et pour ça, je vais donner la parole à Daniel Caillon qui va vous présenter la délibération. Bonsoir. Donc, conformément aux dispositions des articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, M. Burneau, maire, propose de fixer les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, délégués et conseillers municipaux. Ces indemnités sont déterminées par application d'un pourcentage à l'indice brut terminal de la fonction publique, dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux. Il sera donc proposé au conseil municipal de fixer les indemnités comme suit. Indemnité du maire. 54% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 2219,68 €. Premier adjoint, 23,32% de l'indice, soit 958,57 €. Adjoint, 20,50% de l'indice, soit 842,66 €. Les conseillers municipaux délégués, 3,30% de l'indice, soit 135,65 €. Les conseillers municipaux, 0,83, soit 34,12 €. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Joseph. Oui, j'ai une question. En lisant le document que nous avons reçu pour préparer le conseil, j'ai été un peu surpris. Je me suis posé la question pourquoi, lors des mandats précédents, nos différents élus, nos différents maires, adjoints et autres, avaient une indemnité qui correspondait à peu près à 46%, 46,4%. Et j'ai pas compris, en fait, suite au message que j'ai vu dans la presse, comme quoi, Monsieur Burneau, vous alliez exercer un mandat, vous avez dit à mi-temps, parce que vous gardez une activité à mi-temps, ce qui est très louable, puisque plusieurs d'entre nous, nous avons une activité en même temps que nous exerçons cette fonction-là, et que la première décision, le premier vote qu'on fait, on a une augmentation en fait de l'indemnité du maire. Ça m'a surpris. Et quand je vois ça, je vois l'augmentation des adjoints. Ok, soit. Mais la première adjointe qui baisse. Donc, je n'arrive pas à comprendre par rapport
aux dernières, je vais dire, pas mandature, aux 2-3 dernières mandatures qu'il y avait. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la première adjointe baisse, le maire monte, les autres adjoints montent et la première adjointe baisse. Et surtout, qu'est-ce qui justifie en fait le fait qu'on passe de 46,4 à 54% maintenant? Alors, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse, quelques éclairages. D'abord, il a été fait le choix par la plupart des adjoints et conseillers municipaux, surtout les adjoints, de poursuivre leur activité. Et ça peut induire une baisse de revenus de leur côté. Et on parle bien d'une indemnité et non pas d'un salaire. Donc ça vient compenser cette baisse ou perte de salaire. On avait d'autres élus qui travaillaient, d'autres maires qui travaillaient, d'autres élus qui travaillaient. Je ne comprends pas, en fait, ce qui justifie le fait que subitement... Je ne comprends pas ce qui justifie le fait qu'on a eu des maires qui travaillaient. On a eu les 2 précédents maires, même si Madame Elias, qui était maire avant, n'avait pas, n'avait pas une autre activité. En plus de maire, les autres maires que nous avions avaient des activités. Donc, je ne vois pas la justification. Je ne vois toujours pas. Je vais abonder dans le sens de Joseph. Bien évidemment, on est surpris d'avoir une telle augmentation parce que, hormis le fait comme vous venez de le dire, que ça puisse compenser une perte de salaire, nous, on a une autre vision de l'engagement et du travail qu'on doit faire en mairie. Donc, on s'étonne, ça c'est vrai. Vous n'avez pas répondu à la question pourquoi Madame la première adjointe a une baisse de son indemnité. Elle travaille aussi. Donc je ne comprends pas trop, mais ça c'est un point de détail. Ce qui m'importe, moi, c'est, vous allez le comprendre, c'est d'un point de vue budgétaire. Au mois de mars, on a voté une ligne de budget, la 65 311, si vous voulez bien la regarder. Elle est de 1 200 €. Avec une telle disposition telle que celle que vous nous proposez ce soir, on dépasse le budget. Donc il va falloir augmenter cette ligne parce que, ou alors vous allez trouver le financement de part, mais cette ligne, elle ne suffira pas à payer les augmentations d'indemnités que vous nous proposez ce soir. Donc d'un point de vue très symbolique, je trouve que c'est quand même... vous n'êtes pas le seul, alors ça peut vous rassurer, c'est une chose. Mais dans beaucoup de communes comme celle des Sorinières, le premier débat, c'est d'augmenter les indemnités des nouveaux élus. Soit, c'est surprenant. Si je voulais faire un trait d'humeur, il n'en est pas, mais ce n'était pas dans vos 31 propositions. Je ne sais pas. Enfin, on n'a pas la même façon de voir les choses. Donc ça, je pense qu'on va le retrouver plusieurs fois au cours de nos débats. Vous avez demandé à ce que nos débats soient courtois. Ils le seront, il n'y a pas de souci. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que dès votre première décision, eh bien, vous explosez une ligne budgétaire qui avait été votée au mois de mars. Alors juste, cette ligne budgétaire avait été votée au mois de mars dans certaines conditions, avec des élus qui étaient en place, qui étaient aussi dans certaines conditions, dans certaines situations salariales et d'occupation d'emploi. Nous, on est tous en tant que aussi bien adjoints que moi-même, on est tous actifs. Moi, j'ai fait le choix de garder mon emploi, c'est un choix que j'avais annoncé dès le début. Ce choix engendre chez moi une perte de salaire, clair. Et c'est pas cette augmentation qui est des indemnités telles qu'elles sont proposées n'est pas pour moi une compensation des pertes complètes des pertes que je vais avoir. Par contre, dans un deuxième temps, on n'a pas encore la visibilité quand on a fait la délibération, on n'a pas encore la visibilité des indemnités que je serai amené à percevoir dans le cadre de la métropole. Lorsqu'on aura fait le bilan, on ne les avait pas aujourd'hui, je proposerai par rapport à ça de baisser mon indemnité de maire pour faire en sorte que ma perte de salaire ne soit pas
autres mesures diminuées. D'autre part, juste pour votre information, on est élu depuis 3 semaines maintenant, un peu plus de 3 semaines. Nous ne percevons aucune indemnité aujourd'hui, parce que les indemnités ne sont pas encore votées. Donc, si c'était l'argent qui nous drivait, on aurait fait autre chose. Voilà. L'indemnité d'élu à la métropole est de 2190 €, je crois. Donc c'est ce qui fera. Ça vous donne un élément de réponse. Non, mais je comprends votre démarche. Hein. C'est pas, je la partage pas, mais je la comprends. Donc l'important c'est ça. Oui, bien sûr. Après, moi je vous dis ma façon de voir. Moi j'ai fait le calcul. Hein. C'était assez simple, hein, de faire les pourcentages et de mettre les charges patronales dessus. On va arriver à un montant de 122 000 € avec les tels que votés ce soir pour une ligne qui a été mise à 120 000. Or, et c'est une simulation qui n'a de valeur que parce que c'est une simulation, si nous avions été encore en charge de la commune, nos indemnités représentaient 115 000 €. Et quand on a mis une ligne à 120 000 €, on s'est toujours gardé une petite poire pour la soif au cas où il y aurait un problème. Quand je vous dis qu'on expose la ligne, on l'expose de 2 000 €, c'est pas méchant, c'est le principe. Si ce n'est que ça fait une augmentation de 6 372 € néanmoins. Voilà, j'en arrêterai là. Je voulais vous en faire part. Nous voulions vous en faire part. Et à ce titre-là, vous comprendrez bien que nous voterons contre cette disposition. Pas de souci. Et je prends l'engagement, lorsqu'on aura la visibilité complète par rapport aux indemnités de notre métropole, qu'on revienne vers vous pour vous proposer quelque chose. S'il vous plaît, c'est juste pour la première adjointe. Je voulais voir pourquoi est-ce que, par rapport à tous les autres, la sienne baisse, alors que je ne vois pas trop dans le principe d'égalité pour tout le monde, pourquoi est-ce qu'elle baisserait? Alors, sauf erreur, dans les calculs qu'on avait faits, c'était qu'on avait la même indemnité. Donc, il y a peut-être une erreur de notre part. Ça, on revérifiera ça. L'objectif n'était pas de baisser. Non, mais on s'est ému quand même. On s'est ému, mais je peux vous assurer que l'indemnité, elle baisse de 13 € par mois. Néanmoins, c'est un principe... Et vous avez raison de le faire remarquer, on va vérifier, puis on corrigera en même temps que lorsqu'on reverra mes indemnités, lorsqu'on aura vision globale. S'il n'y a pas d'autres questions, il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer le montant des indemnités du maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués et des conseillers municipaux. Dit que cette délibération annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal en date du 2 juin 2025 et préciser que les crédits sont inscrits au budget communal, chapitre 65. Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est annexé à la présente délibération en application de l'article L 2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales. Et je mets au vote la délibération, bien évidemment. Excusez-moi. Qui vote pour ? Qui vote contre ou abstention? Excusez-moi. Abstention et qui vote contre? Merci. Je voudrais juste compléter pour il va y avoir des conseillers délégués qui vont être au nombre de 3. Donc il va y avoir Yannick Joubert qui va être conseiller délégué au développement économique, Hélène Aubin-Perchard qui va être conseillère déléguée à l'inclusion, et Thibaut Bernardin qui va être conseiller délégué au développement durable. Deuxième thème, les délégations accordées aux maires dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Conformément à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire pour la durée de son mandat un certain nombre de ses attributions afin de faciliter la gestion courante de la commune. Ces délégations permettent d'assurer une plus grande réactivité dans la prise de décision, tout en restant encadrées par les limites fixées par le conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal d'accorder au maire les délégations prévues par la suite par les dispositions précitées et plus particulièrement dans les domaines suivants. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales. Fixation de certains tarifs communaux, notamment les spectacles. Réalisation des emprunts dans la limite de 600 000 €. Passation, exécution et règlement des marchés publics inférieurs à 216 000 € hors taxes, ainsi que les avenants dans la limite de 5 %. Conclusion et révision des contrats, louage de choses, assurance, etc. Contrats d'assurance et les indemnités de sinistre. Création de régie comptable. Gestion des cimetières, pour les concessions notamment. Acceptation des dons et legs sans charge. Aliénation de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Fixation des honoraires, avocats, notaires, etc. Suivant l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune aux expropriés et réponses. Création de classes dans les établissements d'enseignement. Fixer les reprises d'alignement suivant l'urbanisme. Exercice des droits de préemption et de propriété, incluant des démarches nécessaires, sollicitation de délégation, estimation de biens, réalisation des acquisitions. Action en justice au nom de la commune. Règlement des conséquences dommageables liées aux véhicules communaux. Avis pour les opérations liées à l'établissement public foncier. Signature de convention pour une zone d'activité concertée. Souscription de lignes de trésorerie dans la limite de 400 000 €. Exercer le droit de préemption. Réalisation de diagnostics d'archéologie préventive pour opérations d'aménagement, renouvellement des adhésions aux associations. Je précise que ces éléments font systématiquement l'objet à chaque conseil municipal de comptes rendus qui sont faits dans les décisions du maire qui sont vues à chaque conseil municipal. Donc ce n'est pas un chèque en blanc, c'est qu'il y a un retour qui est fait à chaque conseil municipal dans les délégations, dans les décisions du maire. Ces différents éléments sont les mêmes, sauf erreur, que le mandat précédent. Donc on est reparti sur la même chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, vous avez la passation exécution au règlement des marchés publics inférieurs à 216 000, vous l'avez baissé, on était à 220. Il y a une raison pour laquelle vous l'avez baissé ? Non, c'est peut-être une erreur qui a été faite, mais par défaut, on était parti sur la même chose. En fait, tous les ans, ça change. Ah, ok. Le seuil change, voilà. Merci. Autant pour moi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je propose de mettre au vote. Qui est pour ? Unanimité. Merci. Troisième point, la constitution des commissions municipales. Donc, dans le cadre du renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder à la constitution des commissions municipales. Je ne vais pas vous faire une lecture exhaustive. Donc, on vous projette là la liste des commissions. Donc, pour info, donc les commissions sont constituées de 7 membres, plus le maire qui est membre de droit de chacune des commissions. Le règlement impose que ces commissions soient constituées à la proportionnelle. On a voulu, nous, donner une plus grande place. Donc, si on était resté dans la pure proportionnelle, la liste minoritaire aurait eu un poste sur chacune des commissions. On a voulu ouvrir plus les commissions pour ouvrir le débat et vous attribuer chacun à la liste minoritaire 2 postes. Donc, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe commission par commission et qu'on fasse la liste des membres de chacune des commissions, si vous le voulez bien. Donc, la première commission, c'est la commission sécurité et tranquillité publique. Donc, c'est moi-même qui en serai responsable. Les membres qui sont proposés sont Agnès Equilé, Annabelle Bâtard-Chevrel, Johan Guilbeault, Jean-Pierre Potier,
Patricia Elias et Jean-Claude Charrier. Deuxième commission, la commission Espace public et vie quotidienne. Donc le responsable en sera Christian Guillet. Et les membres seront Annabelle Chevrel, Thibaut Bernardin, Nadine Roblin, Johan Guilbeault, Jean-Claude Charrier et Sandrine Gauvry. La commission mobilité et déplacement. Donc, responsable Christian Guillet là aussi, avec comme membres Annabelle Bâtard-Chevrel, Léa Ménard, Jean-Pierre Potier, Maïlis Rousselot, Sandrine Gauvry et Joseph Silachom. La commission enfance, jeunesse, famille et vie scolaire. Donc, la responsable sera Nathalie Charrier-Lucas. Les membres seront Fouad Rami, Chloé Vallée, Hélène Aubin-Perchard, Maïlis Rousselot, Jean-Claude Charrier et Valérie Toumazeau. La commission solidarité et inclusion. Donc la responsable en sera Véronique Jean, avec comme membres Hélène Aubin-Perchard, Nadine Roblin, Chloé Vallée, Johan Guilbeault, Patricia Elias et Valérie Toumazeau. La commission finance et commande publique. Le responsable en sera Daniel Caillon. Les membres seront Thibaut Bernardin, Nadine Roblin, Anya Requilé, Michael Landais, Jean-Claude Charrier et Joseph Silachom. La commission ressources humaines, donc responsable Daniel Caillon. Les membres seront Yannick Joubert, Franck Lebreuilly, Nadine Roblin, Edwige Bourrasso, Jean-Claude Charrier et Valérie Toumazeau. La commission développement économique, le responsable encore Daniel Caillon. Les membres seront Bruno Nguema Ekomo, Yannick Joubert, Franck Lebreuilly, Anya Requilé, Sandrine Gauvry et Joseph Silachom. La commission aménagement du territoire et logement, donc la responsable sera Emmanuel Junot, et les membres seront Bruno Nguema Ekomo, Franck Lebreuilly, Edwige Bourrasso, Thibaut Bernardin, Sandrine Gauvry et Joseph Silachom. La commission culture, donc la responsable en sera Valérie Chloé. Les membres seront Bruno Nguema Ekomo, Anya Requilé, Léa Ménard, Michael Landais, Patricia Elias et Valérie Toumazeau. La commission vie associative, sportive et patrimoine communal. Le responsable en sera Hervé Motte. Les membres seront Michael Landais, Franck Lebreuilly, Léa Ménard, Jean-Pierre Potier, Patricia Elias et Valérie Toumazeau. La commission dialogue citoyen. Donc le responsable en sera Fouad Rami. Les membres seront Anya Requilé, Hervé Motte, Yannick Joubert, Bruno Nguema Ekomo, Patricia Elias et Sandrine Gauvry. Et pour terminer la commission développement durable, la responsable en sera Emmanuel Junot. Les membres seront Thibaut Bernardin, Michael Landais, Edwige Bourrasso, Valérie Chloé, Patricia Elias et Jean-Claude Charrier. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair. Donc je vais mettre au vote les compositions de ces 13 commissions. Qui est pour? Merci. Catherine. Oui, excusez-moi, j'ai juste un petit complément que j'ai oublié en début de conseil municipal, c'est l'adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce procès-verbal? Qui est pour? Merci bien. Quatrième point, donc ça c'est une commission supplémentaire qui est la commission d'appel d'offres. Donc cette commission est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Donc là, l'élection va se faire à bulletin secret. Donc vous avez des enveloppes devant vous. Donc il faudrait 2 personnes qui soient volontaires pour venir dépouiller. Pourquoi tu souris, Chloé? Léa, tu prends?
Et ce serait bien qu'il y ait quelqu'un de la liste minoritaire qui vienne avec Léa. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se porte volontaire? Sandrine? Non? Valérie? Ouais, non, mais vas-y. Léa et Valérie, vous y allez? Merci Léa. David Burneau. Il faut être très polyvalent ici. David Burneau. 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 Ils sont en train de tout casser. David Burneau. David Burneau. David Burneau.
David Burneau. Si je connais pas ton nom, David, je vais jamais y arriver. David Burneau. 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 Oh, bah, c'est tout. Oh, pas quand même. David Burneau. David Burneau. Et David Burneau. Okay. Donc il y a bien eu 29 votes pour la liste David Burneau. Voilà. Oui. Vous allez dire, je suis un peu procédurier, mais je ne comprends pas trop comment vous allez dépouiller, parce que vous nous avez donné un petit bordereau avec une liste, Oui. celle qui est là. Oui. Mais, On a voté pour la liste. on a voté C'est pour ça, la oui. liste, c'est normal. Oui. Mais c'est vous qui apparaissez à chaque fois, alors vous n'êtes pas Ah. sur la liste. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu... En fait, vous auriez pu voter blanc et vous aviez des papiers blancs. C'est pourquoi il y avait mon nom, c'est ça? C'est pour ça il y avait mon nom? Pourquoi il y avait mon nom, c'est ça votre Ouais, c'est question? ça, j'arrive pas trop... mais bon, c'est pas grave, hein, mais c'est... Ok. J'ai pas trop compris le... Oui. Ah, c'est gentil. Ouais. Pardon. Simplement sur la liste d'émargement, c'était écrit David Burneau. C'est pour ça qu'on a dit David Burneau à chaque fois. Sinon, elle n'avait pas de nom particulier. C'est ce qu'on a dû mettre sur la liste d'émargement. Donc, sont élus titulaires à la commission d'appel d'offres, la CAO, Daniel Caillon, Léa Ménard, Thibaut Bernardin, Bruno Nguema Ekomo et Jean-Claude Charrier. Et comme suppléant, Annabelle Bâtard-Chevrel, Jean-Pierre Potier, Michael Landais, Yannick Joubert et Patricia Elias. Pardon. Le point suivant, c'est la fixation du nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Donc, pour rappel, on fixe aujourd'hui le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Ces membres, Véronique vous l'expliquera après, et dans le prochain conseil municipal, on désignera les membres. Nommément. Donc, conformément à l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles, le Centre communal d'action sociale, CCAS, dispose d'un conseil d'administration chargé de piloter les actions sociales de la commune. Monsieur le maire rappelle qu'à la suite des élections municipales, le conseil municipal doit fixer le nombre de membres des conseils d'administration du CCAS. Il propose de fixer ce nombre à 10, soit 5 délégués du conseil municipal et 5 personnes nommées par le maire. L'élection des 5 délégués du conseil municipal au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste se déroulera au cours de la séance, alors correction apportée, du 13 mai 2026.
et non pas du 21 mai. Le prochain conseil municipal aura lieu le 13 mai 2026, après l'établissement des mesures de publicité invitant les associations à déposer des candidatures. En effet, les associations suivantes doivent obligatoirement être sollicitées pour proposer des candidats pouvant être désignés par le maire pour être membres du CA. Un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF, un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, un représentant des associations de personnes handicapées du département, article 138 du CFAS. Monsieur Burneau, maire, propose au conseil... Pardon. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Pardon, j'ai oublié, il n'y avait pas le tiret question. Excusez-moi. Juste une précision pour le décalage au 13 mai du conseil municipal. La loi oblige à ce que le premier conseil d'administration du CCAS ait lieu 2 mois au plus tard après le conseil municipal d'installation de notre conseil municipal, donc le 20 mai au plus tard. Donc si on avait maintenu le prochain conseil municipal pour désigner les membres du CCAS au 21 mai, on était en dehors des clous. Donc on va avancer d'1 semaine de manière à ce que le conseil d'administration du CCAS puisse avoir lieu dans les délais légaux. Juste pour ça. Donc, pas de questions. Donc, Monsieur Burneau, maire, propose aux membres du conseil municipal d'adopter la proposition de Monsieur le maire et de fixer à 10 le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS, 5 délégués du conseil municipal, 5 personnes nommées par le maire. On va pouvoir procéder au vote. Qui vote pour? Je vous remercie. Merci Véronique. Le point suivant, c'est la désignation des représentants de la commune dans les organismes extérieurs. Conformément à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est chargé de désigner les représentants de la commune dans les différents organismes et les associations auxquelles elle participe. Donc, je vais vous en faire la lecture de l'ensemble de ces organismes et de l'ensemble des propositions que je vous proposais au vote. Donc le premier organisme, c'est la cuisine centrale La Fabrique, qui est la cuisine qu'on mutualise avec Vertou et Saint-Sébastien. Donc la proposition qui est faite, c'est de désigner Madame Nathalie Charrier-Lucas comme titulaire et moi-même comme suppléant. Le deuxième organisme, c'est Laurent, donc l'agence d'urbanisme de la métropole. Donc la proposition, c'est que j'en sois titulaire et que ce soit Emmanuelle Junot qui soit suppléante. La commission locale d'évaluation des transferts de charges, donc c'est la commission qui est chargée d'évaluer l'efficience, on va dire, des transferts de charges qui ont été faits entre Nantes Métropole et les différentes communes de la métropole. Donc sur ce sujet-là, je vous propose Daniel Caillon comme titulaire et moi-même comme suppléant. Le suivant, c'est le fonds d'aide aux jeunes de l'agglomération nantaise. Donc je propose Fouad Rami comme titulaire et Nathalie Charrier-Lucas comme suppléante. Sur la maison de l'emploi, Yannick Joubert. Sur l'IME des Sorinières, Madame Hélène Aubin-Perchard. Pour le centre de soins infirmiers Boye-les-Sorinières, notre représentant, je propose Madame Léa Ménard. Sur le service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées, je propose également Léa Ménard comme notre représentante. Pour l'Assemblée générale de l'AIMR, l'Association intercommunale des maisons de retraite, je propose Véronique Jean comme titulaire et Hélène Aubin-Perchard comme suppléante. Sur le Conseil de la vie sociale de la résidence de la Sanglerie, donc je propose Madame Véronique Jean comme notre représentante. Pour notre représentant à la Sémitane, Christian Guillet. Pour l'agence France Locale, donc c'est l'agence qu'on utilise pour faire des emprunts lorsqu'on en a besoin. Donc je propose Daniel Caillon comme titulaire et Christian Guillet comme suppléant. Pour l'association Ville et Aéroport, auquel nous adhérons, je propose la désignation d'un titulaire, donc Christian Guillet,
et d'une suppléante, Agnès Requilé. Est-ce que vous avez des questions sur ces représentants? Oui. Oui, c'est une précision. Ville et aéroport, ça nous a... Pourquoi on adhère? On y adhère déjà. Oui, c'est ça, mais pourquoi Parce que c'est un sujet qui est important pour nous, avec toutes les nuisances de l'aéroport qu'on peut avoir aux Sorinières. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on se rapproche, qu'on travaille avec nos communes voisines pour faire en sorte que les habitants, diminuer les nuisances aux habitants, les nuisances sonores, la pollution. Et donc on a besoin de travailler pour faire que l'aéroport soit moins nuisible pour nos concitoyens. Et cette adhésion nous permet d'avoir des éléments, des informations qui nous permettent de travailler autour de ça. D'autres questions? Oui, Patricia? J'ai une petite remarque sur la fabrique. Oui. Habituellement, c'est les 3 maires réunis, normalement, au bureau de la fabrique. Ok. Donc, c'est... Voilà, je suis Ça a surprise évolué que a ce priori. soit, D'accord, ça évolue. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qui est pour? Unanimité, merci. Donc je passe la parole à Nathalie Charrier-Lucas pour le 7e point, qui est l'attribution du marché des travaux pour l'extension de l'école du Clos du Moulin. Alors, donc le point 7, l'attribution des marchés de travaux pour l'extension de l'école du Clos du Moulin. Cette extension correspond à une construction d'un bâtiment moderne avec au rez-de-chaussée une restauration et à l'étage 3 salles de classe et un atelier. Il y aura aussi une cour maternelle agrandie et végétalisée. La procédure de consultation a été lancée le 20 janvier 2026 avec une date de remise des offres au 25 février 2026. Le nombre de lots est de 17. La parution dans les journaux et BOAMP s'est réalisée le 23 janvier 2026. Il y a eu une forte mobilisation des entreprises. Donc, il y a eu 122 offres, dont 2 offres hors délai et aucun lot infructueux. Ces offres et candidatures ont été analysées par le cabinet Apropos Architecture. Le rapport d'analyse des offres a été présenté par Apropos Architecture en commission d'appel d'offres le 10 mars 2026. Alors, on peut voir au niveau donc, des chiffres qu'il y a eu une estimation qui avait été faite à 2 153 700 €. Et en réalité, là, le montant qui a été là, donc, évalué, il est de 1 827 999 et 35 cents. Donc, on peut voir qu'il y a donc une baisse de moins 15,12%, ce qui est plutôt positif. C'est toi qui as ma page. Est-ce que vous avez des questions? Ah, pardon. Une précision, effectivement, l'estimation de départ était à 2 millions, on l'a ramené à 1,8 million, parce que dans les critères d'attribution et de pondération, lorsqu'il ça a été présenté à la commission d'appel d'offres, le critère prix avait une importance importante de façon à ce qu'on puisse rentrer dans l'enveloppe, puisqu'on avait fixé une enveloppe qu'on ne voulait pas dépasser, mais c'est bien, il n'y a pas de souci. Donc ça explique pourquoi on est à moins 15% par rapport à l'estimation, et on verra en finale, mais ça vous saurez nous le dire, qu'on reste dans l'enveloppe prévue initialement, et ça, je sais que vous êtes garant de la chose, donc il n'y aura pas de souci, mais ça explique pourquoi on est à moins 15%, c'est parce que les critères d'attribution, les critères de pondération, le critère prix avait une importance presque supérieure aux autres. Il n'y a qu'un seul lot qui a été attribué en ne respectant pas, ou du moins le critère prix n'a pas été celui qui a été retenu pour l'attribuer à une entreprise. Mais c'est bien. Non, mais c'est une précision. Merci pour ces précisions. Et juste en complément,
Daniel ici sera bien chargé de veiller à ce qu'on tienne l'enveloppe. Il tiendra le rôle que vous aviez il y a quelques mois. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'attribuer les lots des marchés suivants pour un montant total de 1 827 999,35 cents hors taxes et d'autoriser monsieur le maire à signer les marchés et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette délibération. Qui vote pour ? Point suivant, je passais la parole à Daniel sur le renouvellement des tarifs liés au séjour d'été pour l'espace jeune et le centre de loisirs. Donc, c'est une proposition de délibération sur les tarifs liés aux activités culturelles, donc les ateliers municipaux et sportives, multisports, location d'équipements pour la prochaine année scolaire, ainsi que sur les tarifs des séjours d'été pour l'espace jeune et le centre de loisirs. Il a été proposé une augmentation des tarifs de 2%, ce qui donne une évolution de 14,51 à 14,80 pour un quotient familial max 627 et 33,09 à 33,75 pour un quotient familial 1430. Les usagers hors commune se verront appliquer une majoration de 30%. Je dois juste préciser que nous proposons cette évolution au vu de l'évolution de l'inflation qui est en train de faire un bond à 1,7-2% et qui risque d'aller au-delà, peut-être pour retomber derrière si la guerre qui est au Moyen-Orient s'arrête. Pour les tarifs séjour espace jeune, les tarifs sont inchangés. Stage court métrage 5 jours du 20 au 24 juillet, donc 35 €. Le séjour mer détente 115 €. Et le séjour aventure 115 €. Pour la participation au repas adulte à Jean, c'est une évolution subie de 3,87 qui nous amène à 5,63. Est-ce que vous avez des questions ? C'est les mêmes taux que le 2% était le taux qui avait été voté sur les augmentations tarifaires précédentes. Et au vu de l'inflation actuelle qui est en train de regrimper, on ne pouvait pas se permettre de faire moins, quoi. Lors de la délibération, vous m'aviez demandé pourquoi on n'appliquait pas l'inflation de l'époque qui était à 1,7. Oui, mais l'inflation est en train de grimper actuellement. Vous ne l'ignorez pas. Ce qui n'était pas le cas il y a en fin d'année dernière. Je propose de mettre au vote. Donc, qui est pour ? Je vous remercie. Point numéro 9. La désignation des représentants de la commune au conseil d'administration et à l'Assemblée générale de Nantes Métropole Aménagement. Donc, il convient de procéder à la désignation des représentants de la commune dans les différentes instances collégiales de Nantes Métropole Aménagement, s'agissant d'élire en qualité de représentant pour siéger au sein de l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, nous proposons Thibaut Bernardin. Pour siéger au conseil d'administration en qualité de représentant de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires ou de censeur, nous proposons Franck Lebreuilly. Nous proposons d'autoriser au conseil d'administration ainsi désigné à accepter toute fonction dans le cadre de l'exercice de la représentation qui pourrait lui être confiée au sein de Nantes Métropole Aménagement, ainsi qu'à percevoir à titre personnel des indemnités résultant de l'exercice de la fonction de représentant à l'Assemblée spéciale au conseil d'administration dans la limite maximale de 230 € brut par réunion du conseil d'administration. Franck Lebreuilly. Donc l'autre instance, c'est Nantes Métropole Aménagement, c'est la désignation du représentant de la commune à la commission d'appel d'offres de Nantes Métropole Aménagement. Donc nous proposons d'élire le représentant titulaire Thibaut Bernardin et le représentant suppléant Franck Lebreuilly. Est-ce que vous avez des questions ? Je mets au vote. Qui est pour ?
Dernier point, c'est la création d'un poste non permanent de collaborateur de cabinet à temps complet à compter du 1er mai 2026. Je passe la parole à Daniel Caillon. Alors, Monsieur le maire expose que l'autorité territoriale d'une collectivité territoriale peut constituer un cabinet dont les membres qui sont appelés collaborateurs de cabinet lui sont directement rattachés et l'assistent dans sa double responsabilité politique et administrative. L'emploi de collaborateurs de cabinet est régi par le décret numéro 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. L'article 2 de ce décret dispose que la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984. La nomination d'un agent contractuel sur un emploi de collaborateur de cabinet ne lui donne aucun droit à titularisation au sein d'un grade de la fonction publique territoriale. L'emploi de collaborateur de cabinet implique un engagement dans l'activité politique de l'autorité territoriale. Le collaborateur de cabinet n'a pas vocation à gérer des services de la collectivité territoriale ou de l'établissement, car ce rôle est dévolu au directeur général des services et aux autres directeurs ou chefs de service. L'article L. 333-10 du Code général de la fonction publique précise que les collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. De ce fait, les fonctions de collaborateurs de cabinet prennent fin au plus tard, en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. Le nombre de collaborateurs de cabinet est limité. Cette limitation varie selon qu'il s'agisse d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. Article 10A 13-1 du décret numéro 87-1004 du 16 décembre 1987. Pour la ville des Sorinières, l'effectif maximal autorisé est de 1 personne. Ils sont assujettis aux règles applicables aux agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement. Toutefois, l'article 7 du décret numéro 87-1004 précité prévoit que le traitement indiciaire du collaborateur de cabinet ne peut en aucun cas être supérieur à 90% du traitement correspondant à soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. De même, le montant des indemnités du collaborateur ne peut dépasser 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par délibération et servi aux fonctionnaires titulaires de l'emploi administratif fonctionnel le plus élevé ou du grade administratif le plus élevé dans la collectivité. Au regard de ces éléments, il est précisé que le recrutement d'un collaborateur de cabinet indique que des crédits soient disponibles au budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement. L'inscription du montant des crédits affectés à ce recrutement est soumise à la décision de l'organe délibérant, article 3 du décret numéro 87-1004 précité. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous sourire, monsieur le maire. Bien évidemment qu'on a des questions. Je voudrais rappelez-vous, le 2 février 2023, vous êtes abstenu sur une telle proposition en arguant du fait que l'argent que l'on mettait pour ce poste de collaborateur pouvait très bien être utilisé pour créer un nouvel emploi à l'accueil et répondre aux questions des habitants. C'était votre réponse, vous êtes abstenu. Normal. Moi, il y a 3 choses qui me gênent dans cette proposition. La première, c'est l'empressement avec lequel vous nous proposez, dans la mesure où, sans refaire l'histoire non plus, il eût été bien que ce soit présenté soit en commission finance, soit en commission RH, pour qu'on puisse avoir un petit peu plus d'informations. Ça n'a pas été le cas, et pour cause, les commissions n'étaient pas installées. D'où ma deuxième question. S'il y a un tel empressement, c'est que vous avez forcément quelqu'un qui est pressenti sur ce poste.
Autrement, vous prendriez le temps de nous le présenter en commission. Et néanmoins, pour un tel poste, je pense qu'il est nécessaire de rédiger un profil de poste, d'en faire la diffusion pour appel à candidature, de passer un jury et de délibérer ensuite. C'est la procédure que nous avions faite. Ce n'est pas forcément la procédure légale, entre guillemets obligatoire, mais c'est celle que nous avions faite, nous. Et on aurait pu s'attendre à ce que vous fassiez la même chose. Vous ne le faites pas, c'est un choix. Par contre, sur le troisième point, c'est l'aspect financier. Et là, vous nous demandez, au travers de cette délibération, de vous donner un peu un chèque en blanc sur le financement de ce poste. Vous nous parlez de 90%, un pourcentage, ça veut dire plein de choses et pas grand-chose. Alors moi, j'ai pris le temps de faire un calcul rapide en utilisant le 90% et en prenant les bases de salaire telles qu'indiquées dans la délibération. Si on prend 90% du salaire, ça nous donne du salaire de l'indice terminal, pardon, je vais y arriver. Ça nous fait un salaire brut à 4 051 €. Et avec les charges patronales, ça nous fait un salaire de 6 117 €. Si on prend les 90%. À cela, on ajoute le régime indemnitaire. Et le régime indemnitaire, il est en brut de 630 €. C'est ce que j'ai calculé, mais c'est facile à voir puisque les documents existent. Ce qui nous donne un salaire chargé avec les charges patronales des indemnités de RICET à 961 €, ce qui nous fait un salaire complet, mensuel, brut, avec les charges patronales à 7 000 €, 7 068 exactement. Si on fait cette charge uniquement pour 2026, ça représente un coût de 58 000 €. C'est pas négligeable quand même sur un budget. Si on le lisse sur 12 mois, ça nous fait une charge de 84 000 €, ce qui est quand même pas négligeable non plus. Alors si on veut aller dans l'excès, mais j'aime bien des fois, si on prend la charge supplémentaire pour un mandat complet qu'on va estimer à 7 ans, puisque tout le monde dit que ça fait 7 ans, ça ferait quand même une charge de 586 000 € pour un collaborateur ou une collaboratrice de cabinet qui, et c'est vrai, vous pouvez juger que c'est utile, mais c'est utile pour vous, effectivement, je le sens, je le sais. Par contre, pour les habitants de la commune, je n'en vois pas trop la finalité. Vous pourriez nous rétorquer que nous, on l'a fait, mais on l'a arrêté 2 ans après. Donc si on cumule, et c'est là que ça me gêne quand même, c'est que si on cumule cette petite augmentation due aux indemnités forfaitaires des élus, plus la charge que représente un collaborateur, sur une année pleine de 12 mois, ça fait 92 000 €. 92 000 € qui viennent directement impacter le budget de fonctionnement. Alors vous savez tout comme moi que du budget de fonctionnement, on a déduit l'épargne de gestion qui nous détermine nos remboursements d'intérêts d'emprunt, qui eux-mêmes nous déterminent le remboursement de capital. Demain, en mars, on a voté un budget en suréquilibre de la section d'investissement. On l'a dit lors du Conseil, c'était aussi pour refaire la trésorerie, parce que vous nous en avez parlé, vous avez parlé de l'effet ciseau, et on est tous conscients de l'effet ciseau. Et ce budget en suréquilibre nous permettait de renflouer notre trésorerie, puisque comme vous l'avez dit là aussi, et on a abondé dans votre sens puisqu'on était d'accord, la trésorerie, on a pioché dedans ces dernières années sans faire d'emprunt, ce qui fait que ces 3 dernières années, on n'a pas fait d'emprunt, ce qui nous donne une capacité de désendettement à 3 années 38 ou 3,48, ce qui est quand même relativement confortable quand on veut faire des emprunts, surtout avec ce qui se présente dans les années à venir, puisqu'il y aura un collège qui sera fait et les équipements qui vont avec et qui nécessiteront forcément des emprunts. Donc, moi, je trouve ce poste, enfin, nous trouvons ce poste, pardon, qui ne se justifie pas pleinement, mais c'est surtout l'impact financier qui nous inquiète fortement sur une année et multiplié par 7 années. Et donc, demain, si on obère notre épargne de gestion, si on n'est plus capable de financer ou tout juste financer nos remboursements, comment on fait
pour financer ce qu'on aura à financer. Il y a deux solutions pour se refaire une trésor. C'est de faire de l'emprunt, mais si on ne peut plus emprunter parce qu'on n'a pas les moyens de rembourser, le banquier il va dire non. L'autre solution, c'est d'augmenter les impôts. Donc vous n'avez pas 50 leviers pour le faire, et ce n'est pas en nous disant on va diminuer le budget de fonctionnement parce qu'il est élevé qu'on va faire des économies puisqu'on vient de le charger de 90 000 euros par an. Donc voilà, ça c'est notre réflexion, et vous avez forcément une réponse, je l'espère du moins. Moi, j'ai fait cette évaluation parce qu'avec le peu de chiffres que j'avais, c'est 90%. Les chiffres que je vous annonce là, ils sont pas sortis du chapeau. Hein. Ils existent. Donc, vous allez me dire, 90%, c'est le plafond qu'on peut faire. On fera peut-être moins. Je l'entends bien, c'est possible. Néanmoins, j'aimerais que avant que nous puissions voter une telle délibération, qu'on ait un peu plus d'infos sur le coût financier et l'impact financier que ça représente, indépendamment du fait de l'utilité ou non d'un collaborateur de cabinet. Vous êtes le seul juge là-dessus. Néanmoins, nous, on est garant d'un certain nombre de choses et comme vous le faisiez, de mettre un peu en avant certains points qui sont financiers aujourd'hui. Vous savez très bien qu'on n'a pas des finances, c'est pas qu'on n'a pas des finances exceptionnelles, parce que on a des finances qui sont relativement saines, même très saines. Néanmoins, la perspective d'investissement qui va être nécessaire de faire au travers, ne serait-ce qu'on en parlait, je vous en parlais il y a 2 secondes, sur le collège, vont quand même piocher, vont être une charge très forte. Et donc, nous aimerions avoir votre avis là-dessus. J'attends votre réponse. Néanmoins, je peux déjà vous dire qu'on votera contre, comme ça les choses seront claires. Mais au moins que vous puissiez nous dire comment vous voyez les choses. Alors, premièrement, ça ne va pas être une création brute d'un nouveau poste, puisque la personne qui aujourd'hui est en charge du secrétariat des élus a décidé de ne pas renouveler son poste. Donc son poste est de quitter la collectivité, c'est son choix. Voilà. Donc on n'est pas sur la création d'un poste, on est sur la création d'un poste, mais c'est en remplacement d'un poste existant, mais qui va être complété aussi pour un poste plus étoffé, ça je vous l'accorde. Hein. Donc c'est autre chose, mais il va remplacer un poste existant, donc le delta n'est pas le même. Hein. Donc voilà, je ne vais pas aujourd'hui étaler sur la place publique le potentiel salaire de la personne qui est chargée de le faire. C'est une question de décence. Personne autour de la table aimerait qu'on mette son salaire sur la place publique. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sur la motivation de le faire, donc comme vous l'avez dit, c'est pas un poste nouveau au sein de la collectivité, parce que c'est un poste qui avait été créé en février 2023 lorsque Christelle Scotto avait pris la décision de prendre un nouvel emploi. Donc ça avait été fait, effectivement, on avait fait ce commentaire-là. Et pour aller dans ce sens-là, donc pendant la campagne municipale, nos concitoyens, lorsqu'on est allé les rencontrer, lorsqu'on a discuté avec eux, nous ont fait part de leur besoin d'avoir des élus qui soient sur le terrain, auprès d'eux et au contact d'eux. La création de ce poste-là vise à faire en sorte que nous soyons tous élus, plus proches de nos concitoyens et qu'on soit au contact. Donc cette personne-là sera chargée, entre autres, de travailler de préparer les dossiers pour nous dégager du temps pour pouvoir être au plus proche de nos concitoyens. Donc c'est aussi la façon qui va nous permettre de travailler auprès de nos concitoyens et d'être au plus proche de nos concitoyens et ne pas d'être en permanence renfermés dans la mairie pour préparer les dossiers. Et ce travail, comme vous le savez, ça nécessite du temps. De travailler les dossiers, et cette personne-là doit nous aider à être plus efficace pour être plus près de nos concitoyens. Ce type de poste, il existe dans toutes les mairies. On a fait un peu le tour de l'agglomération quasiment. Hein. Donc que ce soit Thoiret, Sainte-Luce, d'autres communes et des mairies équivalentes. Donc c'est régi par ce type, par des lois, et on est conforme à la légalité. Hein. Et donc ça, il doit nous permettre d'être plus efficaces. En plus,
tous autour de la table, nous avons fait le choix, moi-même, mais aussi les adjoints, de garder une activité professionnelle et ce poste-là doit nous permettre aussi de gagner en efficacité et en efficience vis-à-vis dans le travail au quotidien d'élu, dans la fonction, c'est pas un travail, dans la mission d'élu municipal. Voilà pourquoi on propose de créer ce poste-là. J'ai une interrogation aussi, comme tout à l'heure, comme pour le premier point. Il y a quelque chose qui me surprend au-delà du symbole. En fait, on arrive sur ce conseil avec, on vient de voter tous à l'unanimité, une augmentation de 2% pour les frais de repas des agents et des enfants dans nos écoles. Et là, en prenant le total de ce que le total des sommes que Jean-Claude vient d'annoncer, plus l'augmentation prévue des élus par rapport au budget initial, on se retrouve presque à une année d'investissement de la ville, de budget d'investissement de la ville, si on le lit sur 7 ans. Si on prend les 90%, plus ça, on se retrouve presque à plus de 600 000 euros, donc plus d'une année d'investissement de la ville. Donc ça veut dire que pendant un an, on ne fait rien sur les 7 ans de mandat, on ne fait rien pendant un an pour compenser cette augmentation-là. Sachant que quand on a décidé tous ensemble en commission finance en fait d'arrêter ce poste de directeur de cabinet dans la commune, c'était surtout parce qu'on avait eu des augmentations, la baisse des dotations de l'État. Donc on avait tous réfléchi ensemble, on s'était dit, tiens, on avait rogné sur une partie des engagements du programme qui était fait parce qu'il fallait faire des économies pour... Ok, c'est tout à fait légal, ça se fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à nos associations maintenant en se disant, on va dire au terrain, ça va représenter presque ces 600 000 euros, ça représente presque la création d'un terrain synthétique au foot, ça correspond à la création d'un boulodrome, ça correspond à ci ou ça. Demain, qu'est-ce qu'on va annoncer aux personnes quand on va leur dire, tenez, on ne peut rien faire parce que, en fait, on a un an de budget de fonctionnement, de budget en fait d'investissement de la ville sur les 7 ans qu'on a utilisé pour une augmentation. Qu'est-ce que vous avez dit aux associations, à vos concitoyens, quand en 2023, vous avez créé le poste? On a justifié ça avec aux associations, aux habitants. On leur a dit pourquoi est-ce qu'on le faisait. Madame Scuto commençait à travailler. Mais là, en fait, on n'est pas dans le même sujet. Aujourd'hui, en fait, c'est le même sujet. Là, vous ne nous avez pas dit, en fait, quel sera le montant. Vous allez peut-être le faire, on va peut-être le faire en commission de finances. En commission de finances, on aurait peut-être vu quel allait être le pourcentage qui allait être fait pour ça. Et on allait faire le calcul différemment. Si on le prend à 90%, comme je vous dis bien, vous allez bien reconnaître que ça correspond presque à une année d'investissement. Si on prend l'indemnité des élus qui ont monté, plus l'indemnité, plus ce qui est prévu pour le directeur de cabinet, on atteint ces montants-là. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux habitants en leur disant, on fait le premier conseil où on augmente les frais de repas, mais par contre, on a cette dépense-là qu'on vote tout de suite. C'est quoi le message, même symboliquement par rapport à ça? Pardon. Faut se rappeler que c'est pas une création de poste, donc les chiffres, il faudrait les revoir. Enfin, c'est une modification d'un poste existant, donc la totalité du salaire n'est pas le même en fait. Non, je parle pas du poste de directeur de cabinet, je parle du tout du poste Mais en termes de montant, on a la mandature. Le poste ne disparaît pas, puisque madame qui va arrêter cette fonction de la collectivité, elle va remplacer. Il faut mettre le micro. Non, elle n'est pas remplacée. D'accord, donc vous la remplacez pendant tout le mandat. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une création de poste. Oui, c'est une création de poste techniquement, c'est un nouveau poste et on va supprimer l'ancien poste. C'est que la personne qui est aujourd'hui chargée du secrétariat des élus a décidé, que son poste se termine au 30 avril, et elle a décidé de quitter la collectivité. Donc ce n'est pas une création de poste en tant que telle. C'est une modification de ce poste-là, avec plus d'attributions, ça je vous l'accorde complètement, ça c'est clair, mais ce n'est pas une création de poste brute. Comme on disait, en fait, c'est ces chiffres en commission finance, on les a tous regardés. Donc, que ce soit l'agent qui va quitter, ou bien la création que vous allez réaliser, parce que ça reste une création de poste. Ça reste une création de poste, même s'il n'est pas permanent, ça reste une création de poste. Mais moi, au-delà de ça, puisque Jean-Claude a assez fait étalage de tout le débat technique avec tous les chiffres, moi, c'est surtout le message qu'on envoie, en fait, par rapport à ce qu'on va dépenser
pour l'augmentation des élus et puis cette création de postes-là avec cette indemnité. Et ne vous inquiétez pas, nous saurons l'expliquer. Nous saurons travailler sur le budget de fonctionnement pour l'être plus efficient, pour faire mieux avec le même budget. Ne vous inquiétez pas là-dessus, on va y arriver. Et Daniel est déjà engagé sur ce sujet-là. Oui, je voulais juste intervenir parce que je constate que M. Charrier a le souci du détail dans les chiffres. Moi aussi, je me suis amusé à faire le calcul du salaire chargé. Je pense qu'on reprendra les calculs à la commission finance. On n'a pas les mêmes chiffres. Moi, j'ai un différence de 253 € brut mensuel, ce qui fait 3 000 €, 3 036 à l'année. Du coup, 21 000 €. Donc, vous voyez, vous vous offusquez tout à l'heure de 2 000 € par rapport aux indemnités, mais là, on est un delta de 21 000 €. Je crois qu'effectivement, on saura répondre, mais avec une précision dans les chiffres qui ne laisse pas penser qu'on fait de la gabegie financière une fois arrivé aux responsabilités. Je ne dis pas que vous faites de la gabegie, loin s'en faut. Les chiffres, les pourcentages de charges patronales, les charges salariales, elles sont connues. Hein. C'est pas un scoop, donc on va pas se battre là-dessus. Ça sert pas à grand chose. Nous, ce que l'on a voulu mettre en avant, c'est le fait que vous nous proposez de voter une délibération avec la création d'un poste sans plus d'informations qu'un simple pourcentage. Et excusez-moi, quand on a atteint des sommes telles que celles que moi j'ai calculées et que l'on pourra revoir ensemble si vous le souhaitez, j'ai pas de problème. Hein. Eh bien, ça équivaut, que vient de le dire Joseph, 400 000 balles, c'est le prix d'un terrain de foot synthétique, et 100 000 €, c'est le prix d'un clubhouse pour la pétanque. C'est tout simple. On fait des calculs aussi basiques que ça, et ça représente 4 plus 5, 4 plus 1, ça fait 5. C'est une interprétation. Vous avez complètement raison. On crée un poste parce que pendant 6 ans, on a appris ce que c'était que les créations et les suppressions de postes. Hein. Je supprime pour recréer derrière. Donc, on ne va pas jouer sur les mots. C'est une création de poste. Ça s'appelle comme ça dans la fonction territoriale. Après, vous avez raison. Il y a un poste qui va s'arrêter fin avril, je crois, si je ne me trompe pas. Hein, pardon. Oui, c'est ça, oui, fin avril, donc, je ne me trompe pas. Il va s'arrêter fin avril, donc vous pouvez vous considérer que le budget, vous allez pouvoir vous l'approprier. Je m'entends quand je dis ça. Hein. Bah oui, il faut bien employer les mots qui vont bien. Vous allez vous l'approprier pour financer le truc. C'est pas aussi simple que ça de faire la bascule entre les lignes dans un budget. Vous le savez aussi bien que moi. On peut pas passer de l'un à l'autre. C'est pas comme ça que ça. Et si la ligne budgétaire, Monsieur le Trésorier, il va vous dire mais il n'y a pas le budget, donc il va falloir la créer. Donc on va être obligé de créer une ligne budgétaire à hauteur du coût réel. C'est là-dessus qu'on veut vous alerter. Il y a pas de souci. Maintenant. Comprenez bien que accepter une délibération telle que vous la présentez avec simplement un pourcentage et une liste d'attributions, ça nous gêne. On aurait aimé en avoir un peu plus. Quant à discuter des charges, ben oui, alors là, il n'y a pas de souci. C'est 28% pour les employés, 51% pour les employeurs. Ben, je sais pas, vous avez été employeur ? Moi, je l'ai été. Donc c'est comme ça. Bon, après on en discutera. C'est pas gênant. Comprenez notre position. Je comprends votre position. J'ai pas de souci là-dessus. Vous êtes là pour vous. Vous avez raison de vous exprimer. On est là pour débattre. Débattons. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en toute aucun souci. Et oui, bien sûr. Et oui, c'est une création de poste techniquement, je suis complètement d'accord avec vous, mais derrière, il y aura une suppression de poste, donc il va y avoir un effet de vase communicant. Voilà. Bon, je suppose que vous aviez prévu de le conserver quand même. D'autres interventions ? Je mets au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ?
Ainsi s'achève le deuxième conseil municipal. Donc, comme dit tout à l'heure, le prochain conseil municipal aura lieu le 13. Nous non plus. Mais là, on est obligé, techniquement, on n'a pas le choix de le faire ce jour-là parce qu'il y a cette obligation légale de avoir le premier conseil d'administration du CCAS dans les 2 mois qui suivent le conseil municipal d'installation. Voilà. Donc rendez-vous au 13 mai prochain, la veille du week-end de l'Ascension. C'est vrai que c'est pas top, mais voilà, on n'a pas trop le choix. Merci à tous et bonne soirée. Puis n'oubliez pas de venir signer la feuille d'émargement. On va la faire passer, remarque.